on me mettait dans des histoires que je n'avais pas créées, en fait. Et ça a duré durant toute l'adolescence. Même les amis garçons des fois que je pouvais avoir étaient embobinés par ces nanas. Et un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, blabla, blabla, blabla. Et même quand j'ai construit des amitiés avec les filles, ça a toujours été ça. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, moi je m'appelle Sarah. Je suis issue du milieu de la communication et des relations presse dans la musique. Et aujourd'hui, je suis dans la sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à la clinique des Lilas, dans le 93. J'ai passé une partie de mon enfance dans le 19e arrondissement, en face des Buttes Chaumont. Et ensuite, j'ai déménagé un peu à droite à gauche. Et du 19e, quand tu étais jeune aussi, tu es passée dans les Yvelines et ça a été un déménagement un peu compliqué. Est-ce que tu peux me le dire en quelques mots ? Donc quand j'étais petite, oui, j'ai déménagé du 19e arrondissement dans les Yvelines à côté de Mantes-la-Jolie. J'avais 4-5 ans, c'était la dernière année de maternelle. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que même quand on est enfant, on a beau nous dire t'es petite, tu t'en souviens pas, c'est pas vrai parce que moi je m'en souvenais. J'avais en plus, j'étais très enracinée en fait dans cette école. C'était rue Armand Carrel, je me rappelle très bien. J'avais un professeur formidable et un ami d'enfance aussi avec qui j'étais à chaque fois, je traînais toujours avec lui. Et c'est vrai que quand on m'a déracinée de là, ça a été compliqué et quand j'ai déménagé, j'ai pas forcément réussi à retrouver cette ambiance-là avec les autres enfants ou avec les autres maîtres d'école. Et j'étais encore plus dans mon monde en fait que lorsque j'étais à Paris. Donc je me réfugiais beaucoup dans le dessin, voilà. Et puis avec moi-même quoi. J'étais très souvent en introspection et au niveau relations sociales, ça n'a pas toujours été évident non plus quoi. Oui, tu m'avais dit au téléphone un mot que tu te considérais comme une extraterrestre. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, quel extraterrestre tu étais quand tu étais petite ? Mais en fait, je pouvais être aussi bien une petite fille très sociable, qui adorait s'exprimer, qui adorait rigoler avec les autres. Donc j'étais très expressive, mais j'ai toujours été réservée et introvertie. En fait, ça je l'ai su que bien plus tard. On peut être introverti et très expressif, et ça les gens confondent en général ces deux thèmes-là. Et donc au niveau, je pouvais autant être sociable que me réfugier dans mon monde. Et c'est vrai que j'étais une extraterrestre dans le sens où j'arrivais pas à établir de liens sociaux, on va dire pertinents et intéressants avec les autres enfants, surtout avec les filles. Je me souviens que moi, les poupées Barbie, j'essayais d'être une vraie fille, mais bon, mes Barbie, je leur faisais la misère, quoi. Donc c'était compliqué. Et moi, c'était les peluches et les gros pantalons en velours. Tu sais, ma mère, elle a essayé de m'habiller en jupe, tu vois, mais à chaque fois, je rentrais avec les collants complètement troués comme une clocharde. Donc au bout d'un moment, les pantalons, tu vois, me traînaient par terre, à jouer au policier avec les garçons. Ça, c'était vraiment mon délire. Dès petite, j'ai été attirée, par cette énergie-là. Et c'est vrai que je me sentais vraiment en décalage en fait par rapport aux autres enfants, surtout avec les filles, parce que j'arrivais pas à communiquer en fait. J'arrivais pas. On n'était pas sur la même énergie, mais quand on est enfant, on sait pas mettre des mots là-dessus. Et tu te sentais en décalage avec les autres et avec les filles, notamment tous les trucs de filles quand on est petite. Tout à fait. Mais est-ce que les enfants te le faisaient ressentir ? Oui. Est-ce qu'ils te faisaient des remarques ?
les autres enfants, surtout les filles, me faisaient pas mal de remarques en fait, comme quoi j'étais pas assez ceci, assez cela. Elles me trouvaient bizarre en fait, donc ça matchait pas. Même quand j'essayais un peu d'aller vers elles et de leur poser deux trois questions, histoire de m'intégrer un peu, ça ne matchait pas parce que moi je pense aussi que ce que je dégageais, c'était trop de timidité, peut-être trop de maladresse aussi. En plus j'étais une petite fille, enfin voilà, on est enfant, hein, donc. Bon, c'est vrai que ça a pas trop matché là-dessus. Et quand j'avais des amies filles, ça m'est arrivé très rarement, il y avait toujours quand même ce décalage un peu mesquin, voilà, et cancan que peut avoir une fille, que moi je n'avais pas du tout. Et ça, on me l'a reproché d'ailleurs, hein, plus grande. Hein. Toi, t'es trop neutre, tu veux pas rentrer dans les histoires. Et t'es trop grande gueule aussi. Et t'es trop ceci, t'es trop cela. Et attention, t'es trop franche. Ça, on a sorti ad vitam aeternam. Hein. Et toutes ces remarques, ça t'a laissé des séquelles? Oui, bien sûr, ça m'a laissé beaucoup de séquelles en fait. Un jour, j'avais une nana, elle s'appelait Nathalie, hein, c'était en primaire ou en maternelle, je sais même plus. Et un jour, je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, tu m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit non, je t'aime pas, mais comme ça quoi. C'est vrai que sans vouloir jouer la victime, hein, là je raconte vraiment ce que j'ai vécu. C'est vrai que on me mettait dans des histoires que je n'avais pas créées en fait. Et ça a duré durant toute l'adolescence. Même les amis garçons des fois que je pouvais avoir étaient embobinés par ces nanas. Et un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, blabla, blabla, blabla. Et même quand j'ai construit des amitiés avec les filles, ça a toujours été ça. En grandissant, en fait, on finit par se forger notre propre caractère. Et c'est vrai que je pense que depuis petite, j'avais justement voilà une énergie. Alors je sais pas si j'impressionnais ou quoi, mais par exemple, je m'en souviendrai toujours en maternelle. J'étais la petite fille aux cheveux bouclés, haute comme 3 pommes, avec ses pantalons en velours, avec des rayures épaisses comme je sais pas quoi. Et puis, il y a une grande, alors quand je dis une grande, elle était peut-être en primaire, hein, mais moi j'étais comme ça, alors forcément c'était une grande. Et elle m'a dit, tu peux arrêter de rigoler aussi fort? Ça marque à vie en fait. J'avais 4 ans, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Et je pense que c'est cette énergie-là que je dégageais. Je sais pas si j'ai une énergie qui impressionne ou qui est trop rentre-dedans. Enfin, si, je le sais. Mais avec ces enfants-là, j'ai jamais su vraiment. En grandissant, maintenant, je sais comment je me situe. Mais c'est comme ça que je me suis forgé mon caractère et que mon yin et mon yang, justement, énergie féminine et masculine, sont vraiment très développés. Donc tout ça, tout ce décalage fait que tu te réfugiais dans des passions. Tu as parlé du dessin. Est-ce que tu en avais d'autres et est-ce que tu peux me dire pourquoi ces passions, en l'occurrence le dessin, qu'est-ce qui te plaisait par exemple? Alors moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui est créatif. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de s'évader et de créer son propre monde. Donc que ce soit le dessin, que ce soit la musique, qui est vraiment ma seconde passion. Enfin voilà, l'écriture aussi, c'est vraiment mes 3 piliers. Ça a toujours été ça. La musique, je suis tombée dedans quand j'étais gosse parce que mes parents avaient des goûts très éclectiques, ma tante aussi. Ça allait de la soul au rock traditionnel, classique, au blues, à Mylène Farmer aussi, par exemple, Jean-Jacques Goldman, tout ça. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Donc, dès le début, en fait, j'étais baignée là-dedans. Et musique, plus dessin, plus écriture, ça fait une jolie bulle, quoi. Alors c'est vrai que ça aide pas trop à être pragmatique parfois. Je dis toujours que je suis Capricorne, donc très terrienne, ascendant cosmique en général, ça passe bien. Et la musique, t'en faisais? Tu jouais d'un instrument ou juste en écoutais comme ça tout le temps? Alors, quand j'étais enfant, déjà la musique, j'écoutais tout le temps. Je chantais aussi. Hein. À l'époque, c'était du Céline Dion à fond. Je chantais à fond. J'étais dans ma chambre. Ma mère, elle me gueulait dessus. Elle me disait mais tu vas te taire, arrête de gueuler, ferme la porte. Mais elle est déjà fermée en fait, comment te dire. Donc voilà, mais je m'arrêtais pas pour autant. Et puis en grandissant, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire de la batterie.
C'est un instrument qui me plaisait bien. Bon, j'ai un peu vite arrêté parce que le solfège, ça me gonflait. J'avais une super oreille musicale, mais moi, ça a toujours été de façon le feeling. Dès qu'il fallait apprendre quelque chose ou une discipline à instaurer, c'était mort. Et en plus, j'avais du mal à coordonner mes mouvements. Donc, autant en percu, ça va, parce que c'est vraiment le feeling. Autant en batterie, c'est un peu compliqué. Entre les cymbales, la grosse caisse... Donc j'arrête. Alors j'ai eu un groupe. Je suis rentrée dans un groupe quand j'avais 18 ans. C'était quand j'étais dès l'âge de 15 ans, j'étais dans le milieu rock et métal. Déjà, c'était une façon pour moi de me rebeller et de me dire ok, t'es pas comme les autres de toute façon, et essaye de jouer le jeu. Et je me protégeais par rapport à ça. Je m'habillais en noir, enfin c'était le cliché total. On m'appelait Halloween, on m'appelait Satan, enfin bref, c'était pas drôle du tout, mais en même temps c'était pour moi un milieu important en fait dans lequel me réfugier. J'avais l'impression de participer à une espèce d'élite quelque part. Bon bref, j'étais adolescente quoi. Quand je suis rentrée dans le milieu donc rock et metal, j'ai réussi via déjà les réseaux sociaux. Donc il y a un site à l'époque qui s'appelait Metalien. C'est un réseau social comme Messenger ou quoi qui réunissait cette communauté. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes via ce site. Avec qui ça a pas mal matché. J'ai eu des relations en Suisse, donc en Belgique, voilà, parce que la communauté métal, elle est petite, mais elle s'instaure partout. Et en fait, donc ça m'a quand même pas mal aidé, socialement parlant. Et à côté de ça, il y avait cette musique justement qui m'apportait une intensité vraiment dont j'avais besoin. Et c'est un milieu en plus qui me convient parfaitement parce que c'est hyper riche, donc ça part dans tous les sens. Et ça c'est vraiment génial. Et alors après j'ai eu des rencontres pas toujours on va dire scène. Bon, je découvrais donc j'ai fréquenté tous les milieux dans les milieux extrêmes comme ça, dans les musiques extrêmes. Qui dit musique extrême dit extrémité partout. Donc j'ai fait la connaissance de gens pas très fréquentables. Bon après j'ai trié et puis voilà. Mais au final ça a été assez simple parce que on pourra dire ce qu'on voudra. Les métalleux, alors s'il y a des métalleux qui regardent, tant pis, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est des gros méchants, mais en fait, on est quand même relativement cool et ouvert. Relativement, il y a toujours des hyper fermés qui sont à fond dans leur truc, mais c'est assez quand même bienveillant, même s'il y a des casseroles, mais ça, il y a des casseroles de partout. La pop, c'est pas mieux, mais c'est quand même assez bienveillant. Ça m'a aidé, en tout cas. Je passe à un autre sujet, ta famille. Est-ce que tu peux me dire de qui est-ce composée, enfin ta famille proche avec qui tu vivais et comment est-ce que tu t'entendais avec eux? Donc ma famille proche est composée de mes parents qui sont toujours ensemble et de ma petite sœur. J'ai une sœur donc qui s'appelle Léa. On a 7 ans d'écart. Le truc c'est que quand elle est née, moi j'avais 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, je suis du début d'année donc. Là ça a pas été évident. Moi j'étais enfant, j'aimais profondément ma petite sœur, mais c'est vrai qu'on n'a pas été proches plus que ça. On n'a pas du tout le même caractère, donc on n'a pas du tout grandi de la même manière. Et on n'a jamais vraiment été proches, malheureusement, même si moi j'étais toujours là pour elle, à la guider sur beaucoup de choses, etc. Après, je suis partie faire ma vie, donc elle allait rester chez mes parents. Mais en vieillissant, en allant dans la force de l'âge, on va dire qu'on s'est un peu plus rapprochés. Après, ma sœur, c'est pas du tout quelqu'un de famille en fait. Elle est pas famille du tout. Moi je suis beaucoup plus proche de ma famille qu'elle, mais ma sœur c'est pareil, je veux dire on est deux profils un peu bizarres. Elle aussi elle est perchée. Et tes parents, comment est-ce que tu t'entendais avec eux? Mes parents, comment je m'entendais avec eux? Ça allait en règle générale. Ma mère, ça a toujours été quelqu'un d'assez angoissé, d'assez mère poule.
Voilà, donc déjà avec elle, je pouvais pas faire de conneries parce que je savais qu'elle allait appeler tout Interpol, la CIA, tout ça. Enfin, bref. Donc j'étais assez straight, mine de rien, mais bon, ça m'empêchait pas quand même de me rebeller de temps en temps. Quand elle me saoulait, quoi, à l'adolescence, tout ça. Et puis bon, les parents, quand ils te disent non, mais qu'ils t'expliquent pas pourquoi, il y a rien de plus relou, en fait. Donc voilà, donc ça, et ma mère, oui, c'est vrai qu'elle me laissait pas, malheureusement, faire grand chose quand j'étais gosse. Elle me laissait pas aller en classe des neiges parce qu'elle avait peur, elle me laissait pas faire ci parce qu'elle avait peur. Elle était vraiment très cocon, très mère poule. Mon père, lui, il était un peu plus cool, mais il était pas souvent à la maison, il travaillait beaucoup. Donc après, voilà, c'est surtout ma mère qui nous a élevés. Après, mon père, quand il était là, il jouait son rôle de père, hein, y a pas de souci. Mais il a pas du tout le même caractère. Il est très, on va dire, très réservé. Hein. C'est un homme, quoi. Il est très réservé, il montre pas ses sentiments. Et puis attention, il a toujours été très protecteur avec ses filles. Enfin moi, je me rappelle, il était peintre en bâtiment en fait, mon père. Et quand moi je voulais mettre le nez et puis les mains à la pâte, quoi, je dis ouais, je vais t'aider à faire ça, à faire ci. Non, c'est trop lourd, tu vas machin, tu vas truc. Mais je suis pas en sucre en fait. Mais il me le dit encore aujourd'hui, hein. J'ai bientôt 39 ans, hein, donc bon, ça va, je m'inquiète pas. Mais voilà. Et puis bon, à l'âge de 18 ans, quand j'en pouvais plus, mais que ce soit de la région parisienne, que ce soit du lycée dans lequel j'étais, il y a rien qui allait au niveau scolarité, ça a été un peu la cata, voilà. Je suis partie voir d'autres horizons. Je suis partie vivre en Savoie pendant 8 ans avec mon premier copain qui était savoyard, d'où ma destination. Sinon, j'aurais pas forcément choisi ce cours-là. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de quitter l'environnement dans lequel j'étais de manière générale. Ça m'a permis de grandir en fait. Ça m'a permis d'avoir un peu plus, je dis bien un peu plus, confiance en moi. Parce que la confiance en soi, ça s'acquiert toute sa vie. Et je reviens un peu en arrière sur la scolarité. Tu disais que ça avait été un peu une cata. Bon, tu as parlé du fait que tu te sentais au décalage avec les camarades, mais en termes scolaires, comment ça s'est passé de la primaire au lycée ? En fait, en primaire, ma scolarité s'est très bien passée. J'avais des profs hyper cool. Surtout une prof que j'aimais beaucoup. Ma prof de français, justement, voilà, qui me donnait vraiment l'envie d'écrire, avec qui j'étais très proche, en fait. Et ça plaisait pas non plus, quoi. Forcément, elle me dit, ah, la chouchou, le machin. Alors, ça m'aidait pas, encore moins dans mes relations sociales, hein, voilà, mais bon, je m'en foutais, de toute façon. Moi, c'était soit les garçons, entre guillemets, avec qui je m'entendais mieux, soit les plus âgés que moi. De toute façon. Ça, c'est clair. Ça a toujours été ça. Après, juste pour une petite anecdote, puisqu'on parle de ma scolarité, ça me vient en même temps. On m'a souvent traité, par exemple, de bourgeoise, mais parce que j'avais la voix déjà très grave. Bourgeoise, qui parlait avec des mots de plus de 3 syllabes. Bon, ok, moi j'étais gamine, je parlais comme je te parle là, enfin je veux dire, à un moment donné. Mais c'est vraiment pour expliquer ce décalage, en fait. Voilà, quand j'étais gamine, j'avais déjà, par exemple, même physiquement, une musculature assez développée. Enfin, c'est vraiment, voilà, pour expliquer le décalage. Bon, et puis assez masculine. C'est vrai que j'étais pas très féminine en étant gamine, hein. J'étais un vrai garçon manqué. Ça aussi, on me le faisait savoir. Enfin bref. Mais pour en revenir à ma scolarité, donc ça s'est très bien passé jusqu'en seconde. J'avais des profs géniaux, les matières littéraires, j'adorais ça, et pour moi c'était tracé première littéraire, quoi. Première littéraire, à l'époque je voulais faire journaliste, enfin j'ai voulu faire 15 000 métiers, hein, mais voilà, je voulais être dans l'écriture ou dans les médias, enfin voilà, déjà, bon. Et à partir de la première littéraire, tout s'est cassé la figure parce que là, ça a été vraiment une très grosse douche froide. En fait, c'est comme si, avant, je captais tout ce qui se passait. Les professeurs avaient quand même une certaine sensibilité. On était sur la même longueur d'onde. En première littéraire, déjà avec les autres adolescents, enfin les autres élèves, c'était une cata. Et avec les profs, c'était une véritable catastrophe. Je veux dire, là, que ce soit au point de vue méthodologie, apprentissage, etc., je comprenais plus rien. Voilà, c'est comme si un Japonais parlait avec un Allemand, quoi. Je veux dire, c'est un peu pareil. En fait, le truc, c'est que même tout ce qui était commentaires composés,
etc. Moi, j'étais vachement contente de ce que je faisais, même en philo, j'adorais ça, mais en fait, la méthodo, je me prenais des douilles parce que je respectais pas la méthodo, parce que c'était pas ça. Donc ma prof de français de l'époque était quand même assez patiente. Elle me réexpliquait. Moi, j'avais l'impression d'avoir compris, sauf que ça passait pas, quoi. Du coup, ça m'a ruiné, en fait. Psychologiquement parlant, ça a été très compliqué. Déjà étant adolescente, pas très bien dans sa tête, dans son corps, pas d'entente forcément avec les autres élèves, et plus la scolarité, du coup, j'ai fini en technique. À l'époque, ça s'appelait STT. Et on m'avait dit, voilà, tu iras bien en technique. Écoute. Et alors, ça c'est... En fait, j'ai fait le job, quoi. J'ai fait le job, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui étaient cassées, en fait. Alors je continuais vraiment à me réfugier, dans la musique énormément, dans l'écriture, etc. pour m'aider. Puis mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais je veux dire, ils ont pas forcément compris. Je peux pas leur en vouloir. Je veux dire, être parent, c'est jamais facile. Et puis on se comprenait pas forcément non plus. Mais il y a des moments où j'avais même plus envie d'aller à l'école. J'avais la flemme de me lever, j'étais pas bien. Et ça, mes parents, ils ne comprenaient pas forcément. Enfin bref. Et donc, j'ai redoublé ma première STT. Non, j'ai pas redoublé ma première, j'ai redoublé ma terminale. Et l'autre terminale, je l'ai faite en Savoie. Et là, j'ai retrouvé la même ambiance que j'avais eue avant ma première, littéraire. Avec des professeurs bienveillants, hyper cool. Et du coup, ça a bien fonctionné, j'ai eu mon bac. Et après, du coup, après le bac, qu'est-ce que tu as fait Donc après le bac, je voulais quand même, histoire de faire quelques études, quoi. Je voulais pas m'arrêter au bac. Ma mère, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais, on va dire, influencé dans les études ou qui ont jamais critiqué mes projets de vie. Ma mère et mon père, tout ce qu'ils voulaient, c'est sécurise-toi, en fait, pour réussir. Voilà. Donc j'ai fait un BTS tourisme. À l'époque, donc il était divisé en deux. Il y avait animation, gestion touristique locale et vente et production touristique. C'était pour les agences de voyage et moi c'était pour travailler dans les offices de tourisme. Voilà, pour situer un peu. Donc j'ai fait ce BTS là à Grenoble, dans une école, c'est assez réputée, une école hôtelière qui faisait aussi tourisme. Pareil, je l'ai eu j'ai suivi ma scolarité comme j'ai pu. J'avais des professeurs quand même qui m'aidaient beaucoup. Donc, parce qu'au niveau confiance en soi, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, 22 ans. C'était pas non plus le délire, quoi. Mais mine de rien, j'ai eu mon BTS, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis voilà. Et pour autant, après le BTS, t'as pas été là-dedans tout de suite dans les métiers du tourisme parce qu'ils demandaient de l'expérience et c'est là où t'as enchaîné pas mal de petits boulots en fait. En effet, donc après mon BTS, après l'obtention de mon BTS, j'ai essayé de rechercher justement du travail dans les offices de tourisme ou même en tant que saisonnière dans les stations de ski parce que forcément c'était qu'il y avait plus de travail. Dans les offices de tourisme c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de politique aussi forcément. C'est géré par les municipalités donc au niveau budgétaire etc. Enfin bref, donc c'était vraiment pas un milieu évident. Et donc oui, c'est là où j'ai enchaîné des petits boulots, mais pour acquérir déjà mon indépendance financière et puis pour avancer dans la vie parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui me laisse aller. Je dis je trouve pas là-dedans. Tant pis quoi, on me demande déjà je sais pas combien d'années d'expérience, parler je sais pas combien de langues, ok. Donc tant pis, tu fais autre chose et puis tu verras bien ce qui se passe. Donc j'ai enchaîné les petits boulots et puis un jour j'en ai eu marre, je me suis dit quand même t'as fait un BTS autant qu'il te serve à quelque chose. Donc j'ai pas atterri dans le tourisme, mais j'ai quand même testé l'hôtellerie. Donc je suis devenue réceptionniste dans un hôtel. Une résidence 3 étoiles à Aix-les-Bains, en Savoie. J'ai fait une saison là-bas, ça s'est relativement bien passé. Ça m'a quand même appris 2-3 choses, mais je savais que j'allais pas faire ma vie là-dedans, quoi. Donc voilà. Et après ça, je me suis
posée et je me suis demandé vraiment ce que je pouvais faire de ma vie, sachant qu'à côté, j'avais déjà mis un pied dans le milieu de la musique en tant qu'organisatrice de concerts avec un pote qui avait une association à l'époque. Et je me suis inscrite à Pôle emploi, du coup, parce que j'avais plus de boulot. Je me suis inscrite à Pôle emploi et je suis tombée sur une conseillère hyper cool. Je lui ai raconté mon projet et elle m'a présenté donc une personne, donc un gars hyper cool. Moi, je m'attendais à voir un espèce de pingouin en cravate. Je vois un mec dreadeux. Complètement, enfin les dreads jusque limite pas aux pieds, mais voilà. Moi je le regarde comme ça, il me dit oui, je sais, ça impressionne tout le monde la première fois qu'on me voit. Bah ouais, tu bosses pour Pôle emploi, gars, t'es cool quand même. Et donc ce gars-là, Frédéric, il avait il y a toujours, l'asso existe toujours, mais il avait une association. Et donc, pendant que je parlais du projet que je voulais monter à l'époque avec mon ex-conjoint. C'était quoi ton projet ? Mon projet, en fait, c'était de transformer un bâtiment, on va dire, agricole en box de studio d'enregistrement, de pièces de studio d'enregistrement, oui c'est ça, voilà, de répétition pour les groupes de rock et de métal, parce que mon ex était aussi là-dedans. Et puis au final c'était pas vraiment viable, donc j'ai utilisé mon culot et ma grande gueule, ce que je sais le faire de mieux, et puis je lui ai demandé s'il avait une place dans son association. Et donc, comme départ, il me dit non, désolé, on est une petite asso, on est aidé grâce à des contrats aidés, des subventions, beaucoup de subventions. Bon, c'est pas grave. Bon. Et quelques mois se passent, et c'était au mois de décembre, je crois, 2010. Il dit salut, tu cherches toujours ouais, écoute, ok, ça te dit, lundi, tu viens bien boire le café, on en discute. Ok. Donc j'y vais. On se présente, on parle, machin. Voilà, tes missions. Est-ce que ça dit de faire ça, ça dit de faire ça. Donc en fait, c'était une association qui faisait dans plusieurs domaines pluridisciplinaires. Donc il y avait du théâtre, de la musique, de la peinture, et c'était juste génial parce que j'ai découvert plein de milieux hyper intéressants, des gens extraordinaires, des gens en fait bienveillants, des gens surtout authentiques en fait. C'est ça qui me manquait. De l'authenticité. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi là-dedans, j'ai retrouvé une partie de moi-même que j'avais oubliée. Je m'étais oubliée pendant des années. Parce que quelque part, j'étais obligée de jouer un rôle. Et que là, il n'y avait pas de rôle. Tu tombais le masque. Et ça a été une période très intense pour moi. D'ailleurs, dans ma tête, après, c'était le feu d'artifice. Je veux dire, sur plein de sujets. Mais les 2 années que j'ai passées dans cette association-là, ça a été un vrai projet de vie. Ça m'a éveillée, au niveau spirituel, qu'au niveau humain, qu'au niveau... et ça m'a vraiment appris. Ça a été le premier déclencheur pour moi, donc à l'âge de 27 ans, qui m'a permis, on va dire, de retrouver qui j'étais. Et après ces 2 ans dans cette association, où est-ce que tu as atterri dans le milieu de la musique ? Donc après ces 2 ans, alors c'est une anecdote assez drôle. En fait, un jour j'étais à un espèce de salon en fait pour professionnels de la musique à Nantes. J'étais dans le booking à l'époque. Donc le booking, c'est organiser, trouver des dates en fait pour que les groupes ils puissent être programmés dans les salles de concert, etc. C'est un métier très ingrat, pas facile. Il faut avoir l'aspect vraiment commercial, mais chacal, tu vois, tout le truc, moi qui me correspond pas du tout, même si ça a été une expérience hyper enrichissante. Et donc je me baladais dans ce salon, etc. Parce que je m'ennuyais, pour être poli, en fait. Je voulais pas rester sur le stand. En plus, moi je suis une pile, je tiens pas en place, donc du coup j'allais partout. Et puis je rencontre un gars avec un chapeau de cow-boy et puis un Kermit sur la tête. Et là, je me dis, lui, je sais pas pourquoi. D'habitude, moi, je vais pas vers les autres parce que j'ose pas trop. Mais lui, je sais pas pourquoi, j'ai été vers lui hyper facilement. J'ai été attirée. Et donc, j'ai dit, salut, machin, ouais, Christophe, ok, enchanté, blablabla. Donc, je commence à discuter avec. En plus, c'était un métalleux, pareil. Et puis là, on commence à parler. Il me dit, ouais, moi, je bosse pour une association. Ça s'appelle Do It.
à Paris, je suis en partenariat donc avec un autre Christophe, blablabla. Moi je dis ah ouais, c'est super intéressant et tout. Bah écoute, ça tombe bien parce que moi je voudrais retourner sur Paris. Mon contrat dans l'asso là se termine bientôt, donc voilà, on peut se donner, échanger nos contacts et puis on verra bien ce que ça donne si jamais. Bon, quelques mois se passent, on se recontacte pas, on se revoit au printemps de Bourges. Comme quoi, le destin, je le recroise au printemps de Bourges. Et là, donc, on lie vraiment un contact. Il me fait, bah écoute, je parlerai toi à Christophe, si jamais ça te branche. C'est une association qui fait pas mal de trucs. Elle vient à peine de se monter. Ça, c'était en 2012. Elle vient à peine de se monter, etc. Dans le milieu rock et métal. Ok. Donc, il passe mon numéro à Christophe, donc l'autre Christophe, celui qui deviendra voilà mon meilleur ami et mon collègue dans la boîte d'attaché de presse dans laquelle j'ai travaillé pendant 9 ans. Donc, ce Christophe-là, je l'ai au téléphone. Gros coup de foudre, on va dire, amical. Je monte sur Paris à un concert pour le rencontrer à l'arrache. À l'époque, j'avais pas une thune. J'avais pas de voiture, j'ai demandé à mon ancienne coloc de me prêter de l'argent, donc je lui ai rendu après bien sûr, mais il fallait que j'y aille. C'était le moment ou jamais. Il y a eu des choses comme ça dans la vie qui m'ont vraiment poussé à quoi. Donc j'y suis allé, rencontre avec Christophe, et puis à partir de ce moment-là, on s'est jamais quitté. Et j'ai intégré donc l'association, parce qu'on était en association à l'époque, ça devenait à peine de se monter, donc Do It. En janvier 2013. Et là, tout a commencé pour nous. On a monté notre affaire, si je puis dire. On a testé pas mal de choses dans l'organisation de concerts, etc. Moi, c'est ce que je voulais faire en fait. Et ça me plaisait quoi. Et puis à un moment donné, les concerts, fallait bien en faire la promo, quoi. Et puis on n'avait pas les moyens d'embaucher, de faire appel à un attaché de presse. Donc on en a fait la promo nous-mêmes et ça a permis de développer notre réseau, de développer justement notre image, etc., etc. Et du coup, au départ, ça n'a pas été évident, surtout dans ce milieu. Le problème, c'est que dès qu'on veut faire un peu notre chemin là-dedans, mais en matière de business, sans que ce soit malsain, c'est un business. Enfin, je veux dire, les professionnels de la musique, ils en vivent. Enfin, je veux dire, même dans le rock et dans le métal, à un moment donné, on vit pas de carottes et puis de voilà. Bref, forcément, plus on se montre, plus on est critiqué, en bien ou en mal. Ça, il n'y a pas de miracle là-dessus. Mais on s'en foutait, on y allait quand même. Et puis de toute façon, on était vraiment des guerriers, quoi. Donc on y allait. Et puis on a monté notre affaire comme ça. Et on est devenu attaché de presse à temps plein. Vraiment, c'était notre activité. Et on a développé notre réseau. Donc après, on a changé quand même de milieu. Enfin, le rock et métal, on l'a gardé, mais on voulait voir autre chose parce que se cantonner à un style, ça nous gonflait. Et on savait que ça allait nous fermer des portes. Et en plus, il y a plein d'autres styles musicaux hyper intéressants. Moi qui suis baignée dedans depuis gosse. C'était hyper important. Et puis voilà, en 2015, on est devenu une entreprise parce qu'on avait, on avait grandi, on avait évolué, on avait mûri. Et voilà, on a fait notre bonhomme de chemin comme ça. Et moi, j'y suis restée durant 9 ans. Et la structure existe toujours aujourd'hui. Mon meilleur ami la gère, c'est sa boîte. Voilà. Et cette expérience t'a permis quand même de vivre certaines anecdotes. Est-ce que tu peux nous expliquer une que tu nous avais racontée Oui, alors une anecdote hyper rigolote que j'ai vécue. C'était pour... en fait, il y a une boîte d'Europe de l'Est, c'était une boîte lituanienne à l'époque, si je raconte pas de bêtises, qui nous avait contactés en fait parce que elle remettait en scène Enrique Iglesias sur plusieurs singles. Et donc, Enrique Iglesias en tournée, est-ce que ça vous dit de faire la promotion de son concert à Bercy? Oui. Comment te dire? Bercy, quoi. Bon, qui s'appelle l'Accor Hotel Arena, on s'en fout, mais à l'époque, c'était Bercy, quoi. 15 000 personnes, jauge, pour nous, c'était waouh, les paillettes dans les yeux, quoi. C'était un projet, un très très gros projet. Donc forcément, on a dit oui.
Et donc la campagne de promo attaque. Là, on a sorti toute l'artillerie, pub dans le métro, sur tous les supports qui existent, magazines, partenariats, influenceurs, tout ce qu'il fallait, quoi. On a tous sorti l'artillerie très lourde. Et suite à cette campagne promotionnelle, il y a un influenceur qui m'a contacté, enfin sa manageuse plutôt. En disant, qui était très fan d'Enrique Iglesias et à qui ça branchait vachement bien de bosser avec nous pour nous aider à en faire la promo. Bon, alors bien sûr, ça a été un échange de bons procédés parce que lui, il voulait rencontrer Enrique Iglesias et il voulait dans le cadre de la promo et puis de ses vidéos, enfin faire une vidéo délurée comme il avait l'habitude de faire, avec Enrique Iglesias. Donc ça a été un très très gros challenge pour nous, parce qu'on savait pas s'il allait accepter. Forcément, les grosses stars comme ça, on a du mal à les avoir. On passe par le manager, par l'agent, par machin, bon. Et on décide de mettre ça en place. On s'est dit, ok, le concert, il est en novembre. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser bien en amont. Comment on va faire ? Un mois et demi avant, il faisait un concert à Londres. Et donc on s'est dit, là c'est le meilleur moyen justement d'essayer de le rencontrer, de faire quelque chose donc entre cet influenceur et lui, pour ensuite sortir pareil l'artillerie lourde sur les réseaux sociaux et en faire vraiment la promo de ce concert à Bercy. Parce que nous, notre but, c'était de faire complet, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, on part à Londres, sachant qu'à ce moment-là, on avait encore quelques incertitudes, on va pas se mentir. On part à Londres avec toute la smala et le jour J, en fait, du concert, en fait, Enrique Iglesias, il est arrivé, je sais plus quand, mais bon, le temps de faire ses balances, etc., machin. Et toute la journée, il y avait donc cet influenceur qui s'était préparé, déguisé, etc., qui courait dans tous les sens. Le staff en fait d'Enrique Iglesias, ils en pouvaient plus, ils avaient qu'une seule envie, c'était de nous jeter dehors, tellement qu'ils en avaient marre de nous voir. Nous, on était comme ça avec Christophe. La manageuse donc de cet influenceur, elle pétait les plombs aussi, elle avait envie de le tuer. Enfin, c'était très comique. Et jusqu'au dernier moment, on savait pas si la rencontre pouvait se faire, sachant que les questions en fait que cet influenceur voulait poser à Enrique Iglesias, on les avait traduites en anglais parce que sa manageuse, elle était bilingue. Donc on lui a envoyé, etc. Mais on ne sait pas s'il les a lus. Enfin, donc c'était la surprise totale. Soit ça passait, soit ça passait pas. Si ça passait pas, c'était la cata, parce que toute notre promo tombait par terre. Et puis, qui c'est qui arrive ? Enrique Iglesias. Aïe, enfin. Donc très beau gosse en plus, de passage, très sympa. Et donc je voyais Christophe qui discutait avec son manager. Alors il a le temps, machin, vidéo avec donc cet influenceur. Ça durera pas longtemps. Est-ce que vous avez vu les questions ? Blablabla. Bon, ok. Donc la rencontre se fait. Enrique Iglesias donc voit l'influenceur déguisé en espèce de soubrette, mais d'une drôlerie sans nom quoi. Et donc, parce que c'est un enfant en fait, Enrique Iglesias. Il a beau avoir plus de la quarantaine, c'est un enfant quoi. Et donc, il est hyper spontané en fait. Donc, l'influenceur en question a pu lui poser toutes ces questions. Et l'autre, il est rentré dans le jeu quoi. Ça a été hyper comique. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Là, on a pu souffler. Donc, la vidéo est faite, le montage, tout ce qui va avec, etc. Et là, la promo, bim. Et alors, vous faites complet ? Et on fait complet. Trop bien. Et son concert en plus était génial parce que c'est vrai que moi il y a des titres d'Enrique Iglesias que j'aimais quoi, donc ça a été en fait une expérience hyper émouvante. On était là à voir tous ces gens qui étaient hyper heureux d'assister à son concert, et puis avec Christophe à un moment donné on se regarde, on se serre dans nos bras et on dit regarde, on l'a fait quoi, on l'a fait. C'était extraordinaire. C'est un souvenir impérissable. Je change de sujet, donc il y a toute cette expérience musicale et à un moment tu décides de faire un voyage au Canada parce que c'était ton rêve. Est-ce que tu peux me parler de ce voyage ? Déjà, pourquoi le Canada et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage que tu as quand même eu une certaine prise de conscience ?
Donc pendant ma carrière, pendant que je développais, on va dire, mon métier et ma carrière en tant qu'attaché de presse, à côté de ça, voilà, j'avais forcément, on va dire, j'avais un rêve en fait, c'était de partir dans des contrées lointaines, et le Canada, c'était une destination qui m'était chère depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que avant ça, j'étais dans une période, on va dire, un peu instable dans mon boulot. Ça a beau être un métier passion, bah voilà, il y a toujours des périodes compliquées. J'étais pas dans un équilibre, enfin voilà, j'étais pas dans mon équilibre ou dans une stabilité justement qui me permettait en fait de trouver mon compte et de m'accomplir totalement, en tout cas à cette époque-là. Voilà, il y a eu un petit moment de vide, et ce voyage au Canada en 2015 a été pour moi une véritable thérapie en fait. C'était avec deux copines, deux sœurs, avec qui j'ai fait le voyage, et ça a été 3 semaines de plein la vue, quoi, entre les paysages, les parcs nationaux. Vancouver, c'est une ville magnifique. C'est la Colombie-Britannique que j'ai faite. Vancouver, c'est une ville magnifique. En fait, c'est hyper ouvert d'esprit. C'est la première fois que je découvrais autant de gens tatoués. Et les gens, ils sont bienveillants. On était à un moment donné dans les transports en commun, je crois, et puis on trouvait pas notre route. Et puis à un moment donné, il y a une personne, une dame qui vient vers nous en nous demandant si on cherchait notre chemin. Je veux dire, moi qui vivais à Paris à l'époque, ça m'est jamais arrivé, quoi. En général, les gens, ils nous envoient plus balader qu'autre chose, donc on n'avait pas l'habitude en fait. Et Laetitia, une des amies avec qui j'étais partie, elle me dit non mais c'est comme ça ici. Aux États-Unis, c'est pareil. D'accord, normal quoi. Donc on fait notre bonhomme de chemin, et à ce moment-là aussi au Canada, alors ça c'est une anecdote hyper sympa. On montait vers un des parcs nationaux, et on décide de s'arrêter à un moment donné. Il y avait un lac hyper sympa, donc on décide de profiter un peu de la vue avant de partir grimper. Et là on tombe sur un homme. Un fermier, un farmer, comme ils disent là-bas. Attention, le farmer, quoi. C'est lui, c'est un homme d'affaires avec son gros pick-up. Ça fait cliché, mais c'était ça. Il avait un gros pick-up, un bateau, le gars hyper propre sur lui, hyper sympa. On était 3 nanas, hein. Il nous propose de faire un tour en bateau. Moi, j'étais comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Moi, je monte pas. Et Laetitia était hyper confiante parce qu'elle, ayant vécu aux États-Unis pendant pas mal d'années, elle me disait si, vas-y, on y va, y a pas de souci. En plus, elle était bilingue. Moi, le problème, c'est que je me débrouille en anglais, mais alors l'accent canadien de là-bas, je comprends rien du tout. Donc ça me frustrait un petit peu en fait. Et du coup, on monte sur le bateau et puis on fait un tour de bateau. On discute, on fait le tour du lac et puis il nous ramène. Et puis voilà, c'était cool, au revoir. Donc ça, c'était quand même exceptionnel. C'était une rencontre, voilà. Et puis non, mais c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique. Ça a été hyper salvateur pour moi. Je veux dire, d'être vraiment au contact de la nature. Enfin là, on ne pouvait pas faire mieux en fait. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. J'avais même arrêté de fumer à ce moment-là. J'étais à un moment donné, vu que j'ai pas de tête, j'avais oublié d'acheter des clopes. Et dans les parcs nationaux, les clopes, il y en a pas trop. Donc du coup, je me suis dit, écoute, tant pis, arrête de fumer. Et puis j'ai arrêté de fumer comme ça. Voilà, ça a duré, quelques mois. Et après, je suis revenue à Paris, donc. Mais ça a duré quelques mois quand même. Mais il y a rien qui m'a manqué, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais bien. On avait besoin de pas grand-chose, hein. On dormait aussi bien dans des espèces de dortoirs que dans des tentes, on s'en foutait, on était hyper bien. C'était tout ce qui comptait. Et c'est là où, à un moment, tu disais que tu étais vraiment en contact avec la nature, ouais. Et c'est ça qui t'a fait avoir une sorte de prise de conscience écologique ? En fait, la prise de conscience donc écologique, c'était lors d'une discussion que j'ai eue avec mon ami là-bas. Je sais plus à quel moment vraiment c'était, et on parlait justement, voilà, de tout ce qui était des lois, je veux dire, qu'allait mettre en place
qui était mise en place déjà aux États-Unis depuis longtemps entre les OGM, les pesticides à foison, etc. Qui allait bientôt venir en France. Enfin, c'était déjà là, mais c'est monté crescendo après, avec les années. Et on discutait de ça et on se disait, mais de toute façon, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, quoi. À un moment donné, ça c'est clair, on pourra pas y échapper, blabla, blabla. C'est vrai que c'était un petit moment d'angoisse. Mais on voulait pas que ça gâche le voyage. On voulait vraiment profiter justement de ce que nous offrait en fait ces ressources naturelles en fait. C'était vraiment ça. Et au retour, au niveau écologie, je dis pas que c'était pas enterré, mais on va dire que c'est venu petit à petit au fil des discussions, au fil des rencontres, et en fait la grande prise de conscience, le gros déclencheur. Ça a été fin 2018 où là j'étais dans une période vraiment pas terrible. En plus c'était l'hiver je voyais tout ce qui se passait dans le monde autour de nous au niveau environnemental entre autres et là je me suis dit faut faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais faut faire quelque chose à ton niveau, à ton échelle. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à certains mouvements et écolos, qui sont très connus. Je me suis dit autant être actrice en fait plutôt que spectatrice, parce que c'est bien beau à un moment donné que dire que tout va mal, mais bon si tu fais pas toi quelque chose pour essayer. Déjà d'une, ça va te stimuler et ensuite tu auras l'impression un peu de servir à quelque chose et d'apporter du sens en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un mouvement qui me correspondait bien, dans lesquels j'ai mené les relations presse aussi, avec les médias, donc qui étaient contents de nous rencontrer, on va dire, pour les actions qu'on menait. Bon, c'était pas mal de buzz, mais bon, enfin c'était punchy quoi. Mais c'était intéressant. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce type de mouvement, c'est justement la défense de tout ce et la protection de tout ce qui est biodiversité, développement durable, etc. Parce que oui, en effet, on sait très bien que l'homme, l'être humain, on y est pour quelque chose à 99%. Je veux dire, si tout se casse la gueule, c'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit. Donc, à un moment donné, essayer de faire en sorte qu'on nous entende en fait, de manière crédible. Et c'est vraiment moi ce que j'ai essayé de défendre et d'exprimer pendant toute la période où j'y étais, quoi. Et lorsque tu étais dans ces mouvements, c'est à partir de quand que tu t'es dit « en fait, je veux vraiment en faire mon métier » ? À partir du moment où j'ai décidé justement où j'avais besoin même d'une nouvelle remise en question. C'est vrai, j'en fais pas assez dans ma vie en général, des remises en question. Mais et de me dire, ok, aujourd'hui, tu poses-toi, ta vie aujourd'hui, c'est quoi ? Comment est-ce que ça te convient ? Ou est-ce que tu voudrais améliorer certaines choses pour pouvoir à nouveau te restimuler, donner plus de sens, etc. Moi, je suis toujours en quête de sens et de stimulation. Parce que si j'ai pas ça, j'avance pas. C'est comme ça que je suis câblée. Alors, je m'ennuie vite, oui, certes, sur certaines choses, mais je fais toujours en sorte de me renouveler. Et j'avais passé donc 9 ans dans les relations presse et dans le milieu de la musique. J'ai vécu des expériences extraordinaires, en tout point, d'une richesse incroyable. Et j'en garde vraiment que les bons souvenirs, même s'il y a eu quelques casseroles et des projets vraiment pas évidents à gérer, mais c'est pas grave, c'est ok. Mais t'as fait le tour, t'es dans une zone de confort vraiment très confortable. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Et après avoir fait le tour de la question, je me suis dit ok, t'as fait le tour de ce métier, c'est peut-être le moment d'aller voir autre chose. Et si tu te reconvertis dans quelque chose, la suite logique pour toi, qui fait sens et qui te parle, c'est le milieu de l'écologie, du développement durable, etc. Le milieu du développement durable, c'est hyper vaste, tout et n'importe quoi dedans. Donc à un moment donné, il faut choisir. Moi, le truc, c'est pas compliqué. C'était surtout pas de longues études, une formation courte,
efficace, qui puisse m'emmener là où je voulais. Point barre. Pas plus compliqué que ça. Et donc, via différentes rencontres, discussions, etc., j'ai pris connaissance d'une formation à Chambéry, de chargé de projet énergie bâtiment durable à l'ASDER que je ne connaissais pas, donc une association qui a de fortes valeurs en termes de développement durable et puis de rénovation performante, d'énergie, d'utilisation des énergies renouvelables, de construire autrement, puisqu'on parle du bâtiment, de construire et de consommer l'énergie autrement. Voilà, c'est vraiment ça. Le réemploi des matériaux, etc. Et donc, c'est une structure qui existe, oui, depuis 40 ans, maintenant, un peu plus, 40, ils ont fêté leurs 40 ans il n'y a pas longtemps. Et qui fait autant du conseil en rénovation énergétique pour les particuliers que pour les collectivités. Donc ils viennent en aide à tout le monde. Et puis à côté de ça, ils font des formations, dont la formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Et ce qui est génial avec cette formation, c'est que c'est spécifiquement pour les reconversions pro, en tout cas là-bas, à Chambéry, avec des profils totalement différents. Moi, j'étais dans la musique. Il y en avait un autre qui était dans la musique. L'autre était, je sais pas dans quel rayon, prof de maths. Voilà. Bon, il y en a qui étaient déjà un peu dans la technique, chauffagiste, etc., et qui voulaient justement voir leur métier autrement. Et donc se perfectionner, etc. Et il y a des architectes, bref. Et donc c'est ça qu'ils recherchent l'ASDER, des profils intéressants, des expériences. De la bienveillance pour que entre nous ça puisse coller, on puisse s'entraider et puis c'est surtout qu'on a le même état d'esprit, donc qu'on puisse trouver vraiment une communauté en quelque sorte quoi. Et c'était parfait pour moi parce que d'une, ça durait 1 an en alternance, donc avec 6 mois de stage et une formation où on voit plein de modules différents, autant sur les énergies renouvelables, sur la rénovation performante, sur les matériaux de construction, sur, j'en sais rien moi, la maintenance d'une chaudière, comment ça fonctionne, etc. C'est ça qui est génial. Donc c'était une formation hyper intense. Il a fallu que je revienne à l'école, m'asseoir derrière une chaise, de 9h à 17h. Bon, même si l'équipe de formation était géniale, hein, ils sont tous bienveillants, puis en fait ils sont humains quoi, je veux dire, donc ils voient les profils psychologiques et à un moment donné, moi une de mes chargées de formation, elle me voyait et puis elle nous disait vous inquiétez pas, hein, au bout de 2-3 mois vous allez tous vous demander ce que vous foutez là, hein, mais c'est normal, vous inquiétez pas, vous y êtes tous passés, ok. Forcément, on me demandait ce qu'on foutait là. Je dis ouais, comment on va faire et tout, tu te rends compte. Moi en plus, il y avait de nouveau des mathématiques. Je sais pas comment j'allais faire. J'ai repris des cours, on va dire, via un prof sur YouTube hyper cool, je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'ai pu m'aider de sa pédagogie. Et ma chargée de formation, elle m'avait dit mais toi t'inquiète pas, de toute façon ton année tu vas l'avoir, mais ce sera pas grâce à l'écrit, ce sera grâce à ton oral, à ton stage, parce que voilà, t'es calmé comme ça, tu t'es actrice de ton truc, tu fais ton truc, t'agis avec passion, ton stage tu vas le trouver, tu vas le kiffer et puis tu vas cartonner. Et puis elle avait raison. Donc et puis très très psychologique, elle a été son métier d'avant c'était psychologue, donc je veux dire elle sait et elle en fait encore aujourd'hui. Et du coup, l'année se développe comme ça, avec des contrôles, des évals, des machins, tout ce qu'on veut. Et puis vient la partie du stage où, en effet, on m'a offert l'opportunité, durant ce stage, de faire ce que je voulais, d'utiliser mon ancien bagage en communication pour pouvoir donc l'utiliser dans la sensibilisation, parce que je différencie toujours la communication de la sensibilisation. La communication, c'est un outil que j'utilise pour la sensibilisation, mais la sensibilisation, c'est pas de la com. C'est pas de la com paillette, ce que j'appelle moi la com paillette. C'est pas, on parle, on crée des outils pour informer, pour sensibiliser et pour fédérer. Donc ça c'est hyper important. Et du coup, mon stage... je l'ai kiffé quoi.
Et ton stage, tu l'as fait où exactement? Tu peux nous préciser un peu? J'ai trouvé mon stage donc là où j'habite actuellement, le sud de la France, et dans une collectivité. Parce que c'était justement le meilleur moyen, déjà d'une, pour connaître son patrimoine, pour connaître les bâtiments, voir comment ils fonctionnent, rencontrer les usagers et faire le métier que je voulais faire. Donc j'ai fait mes armes en fait comme ça. Et donc, avec ce stage, ta formation, tu l'as commencé quand et quand est-ce que tu l'as terminée? Et puis ensuite, reprends à qu'est-ce que tu as fait du coup après ce stage? Comment a évolué ta carrière? Alors la formation donc de chargé de projet énergie bâtiment durable, je l'ai faite sur l'année 2021-2022. Voilà. Mon stage, je l'ai commencé en janvier 2022. Voilà. Donc en alternance. J'ai eu mon diplôme avec la présentation de ma soutenance, etc. En août. Et en septembre, j'ai continué là où j'ai effectué mon stage et là où je suis encore aujourd'hui et où j'exerce pleinement ce métier de chargé de sensibilisation en économie d'énergie et d'eau. Voilà. Mais alors, ce que tu peux préciser, c'est que au-delà d'avoir continué en tant que chargé de sensibilisation, ils ont créé le poste au moment où ton stage s'est terminé dans cette collectivité. Oui, donc durant ma formation, voilà, j'ai fait le stage dans le sud de la France, là où je suis actuellement, dans une collectivité, et j'ai fait mes premières armes justement là-dedans, en utilisant mon ancien bagage en communication qui a beaucoup plu, pour justement mettre au service de la sensibilisation aux économies d'énergie. Et à la suite de ce stage, vu le contexte actuel et vu l'engagement, on va dire, des collectivités dans tout ce qui est environnemental et développement durable, et aussi en matière d'énergie, d'économie d'énergie, et c'était, on va dire, un poste qui tombait à pic, avec moi dedans. Parce que justement, on va dire que ça avait bien matché, on va dire que je m'entends bien avec l'équipe, avec ma hiérarchie, et que après c'était la suite logique. Donc on m'a proposé de continuer dans cette voie-là. Et à la suite de ça, le poste a été créé de chargé de sensibilisation que j'exerce aujourd'hui dans la même structure. Mais alors, dans la profession que tu exerces aujourd'hui de chargé de sensibilisation, qui est directement en lien avec l'écologie, comment est-ce que tu fais pour essayer de fédérer un maximum de personnes, à savoir des gens qui sont très engagés de base dans la cause environnementale et d'autres à l'inverse qui ne le sont pas du tout? En fait, ce qui est bien, c'est que le métier que j'exerce aujourd'hui, donc de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, mon discours, je l'adapte sans arrêt. Pourquoi ? Parce que on n'est vraiment pas tous déjà logés à la même enseigne en termes de sensibilisation. Il y en a qui sont déjà dedans depuis des années. Ça a toujours été naturel parce que baignés depuis l'enfance. Il y en a qui sont prêts à faire des efforts et qui ont une volonté, mais que des fois leur quotidien et l'écologie et le développement durable, ça peut pas toujours être lié. On a tous notre vie, on a tous nos problèmes, on a tous nos casseroles, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a quand même une volonté, et il y en a qui en ont strictement rien à carrer. Ça, faut le dire aussi. Donc, moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de fédérer un maximum de monde avec des discours positifs et dynamiques en disant « écoutez ». On va pas tout révolutionner du jour au lendemain, on n'est pas magicien, on n'a pas de baguette magique, on fait comme on peut, on sait pertinemment que de toute façon, nous, à notre petite échelle, on va pas faire grand chose, mais si on se fédère, on arrivera quand même à faire des choses, c'est clair, parce qu'on sait pertinemment qu'il y en a qui le feront certainement pas, voilà. Donc, c'est essayer vraiment de voir ce qu'on peut faire ensemble et la manière dont on peut le faire. Sans juger, sans culpabiliser, sans être dictateur ou dictatrice de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans la bienveillance, voir ce qu'on peut faire. Donc, moi, j'essaye toujours de faire passer le bon côté des choses. En fait, ça, tu le fais, mais pourquoi tu le fais ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Sans te contraindre à.
tu t'adaptes, tu es résilient et ça t'apporte quelque chose. Ça te fait faire des économies, ça te ramène à certaines ressources, à certaines racines et à une certaine authenticité. Et ça te ramène aussi à toi-même en fait. Dans ta propre introspection, dans ta propre analyse, qu'est-ce que ça te provoque et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est hyper important. Moi, c'est ça que j'essaye de développer. S'adapter, c'est pas arrêter de vivre, c'est voir les choses autrement. À partir du moment où tu prends conscience des choses, tu vois les choses autrement. Et quand tu vois les choses autrement, là, tu peux t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, tu vois qu'il y a plein de possibilités. Et une dernière question pour terminer ton témoignage. Cette quête de sens dont tu m'as parlé tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, le sens, tu l'as trouvé dans ton nouveau métier? Aujourd'hui, je trouve du sens dans ce que je fais. En fait, pour revenir un peu en arrière, quand j'étais dans le mouvement écolo, je savais que c'était pas une finalité en soi, même si je le quittais. Que le combat, entre guillemets, je pouvais le mener ailleurs, en fait. Et être en accord avec moi-même. Encore une fois, la claque émotionnelle, moi je l'ai prise il y a des années, en fait. Même si aujourd'hui, ça me touche encore. Parce que voilà, on est tous humains, hein. Je veux dire, il y a le côté pro, mais le côté humain il ressort parce que je suis avec de l'humain toute la journée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, et c'est comme ça justement que je fais bien mon métier, parce que il y a cette authenticité en fait et cette spontanéité qui justement montre la motivation qu'on a et qui dynamise en fait les choses. Et je dis pas que c'est toujours facile. Même quand on aime son métier, de toute façon, il y a toujours des périodes de down. Ça va avec. Je me dis que les périodes de down, justement, ça aide à se relever pour pouvoir renouveler, pour pouvoir voir son métier autrement, pour pouvoir organiser les choses autrement, pour pouvoir les rendre plus pertinentes, plus stimulantes, revoir son discours. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, pour ma nouvelle vie, donc dans le sud de la France, parce que voilà, avant j'étais parisienne, c'est important de le dire, mais avant j'étais à Paris. Ça fait 2 ans que je suis dans le sud, ça fait 2 ans que j'ai changé de vie maintenant, en reconversion, etc. Je suis bien là où je suis, j'ai un métier qui me plaît, c'est ce que je voulais faire de toute façon depuis le début, donc comme ça c'est réglé, en utilisant mes anciennes compétences, donc ça c'est génial aussi, que je mets au service du coup de ce nouveau métier et de cette structure. Et j'ai réussi, oui, à trouver quand même un certain équilibre. Aujourd'hui, oui, je suis satisfaite. Aujourd'hui, je suis satisfaite de ce que j'ai réussi à accomplir. Et j'ai envie de dire que je vais faire en sorte en fait de continuer au maximum à essayer de fédérer, à essayer de trouver une dynamique, de faire en sorte que les gens que je rencontre arrivent à en trouver une, toujours dans la bienveillance et tant que ce métier aura du sens pour moi, tant qu'il servira aussi, tant que concrètement parlant, parce que c'est ça aussi, hein, moi mon métier en fait je sais qu'il sert vraiment à partir du moment où les gens me recontactent et me disent ok, c'est cool, là, ce que tu as fait. Franchement, bonne participation, on est hyper intéressés, c'est utile ce que tu fais, reviens. Là, je sais que c'est gagné. Et tant qu'il y aura ça, je continuerai. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.